Il est 10 heures à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. À la une de l'actualité, cette réunion inédite à Riyad entre les États-Unis et la Russie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio rencontre son homologue russe Sergueï Lavrov. Objectif, relancer les relations entre les deux pays. C'est la première rencontre à un tel niveau depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 3 ans. À la une également, Israël officialise le maintien de son armée dans 5 positions du sud Liban, quelques heures après le délai fixé pour le retrait de ses troupes, et ce donc en vertu d'un accord de trêve avec le Hezbollah. L'armée israélienne parle d'une mesure temporaire. Appel à la prudence pour les conducteurs de Citroën. Le constructeur rappelle près de 240 000 véhicules dans le nord de la France, le temps de changer leurs airbags. Ils sont susceptibles de causer de graves blessures. Et puis le coup d'envoi du comité d'organisation des Jeux d'Alpes 2030 à Lyon, avec à sa tête Edgar Gros-Piron. L'ex-champion a finalement été choisi après le retrait de Martin Fourcade. Un top départ tardif, signe de fragilité en coulisses. Comment préserver pour ces Jeux d'hiver la flamme des JO de Paris? Avec quel coût à la fois financier et écologique? Ce sont les questions que nous nous poserons aujourd'hui dans Parlons-en avec Morgane Succart. D'abord, cavalière argentée des JO de Paris 2024. Romain Lachance, directeur de l'engagement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et auteur d'un récit sur les JO, de la France qui râle à la France qui gagne. C'est aux éditions Fayard. Avec nous également ce matin Valérie Pommier, présidente de Résilience Montagne. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue, c'est Parlons-en. Et pour ouvrir ce débat, je vous propose de revivre d'abord l'un des moments les plus fous de ces JO 2024 à Paris. Cette image qui a fait le tour de la planète, vue par plus de 3 milliards de téléspectateurs. La cavalière d'argent chevauchant sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux, sous le costume de l'écuyère Morgane Succart, qui est avec nous ce matin. Bonjour Morgane Succart. Vous êtes cofondatrice de la société bretonne MM Process, spécialisée en foils et en bateaux de course. Vous avez dessiné et piloté cet incroyable cheval mécanique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure extraordinaire? Alors, en fait, tout d'abord, c'est l'atelier Blum qui nous a appelés pour savoir si c'était possible de déplacer une masse d'une tonne sur un fleuve. Et du coup, après quelques NDA signés, ils nous ont expliqué vraiment le projet. Et du coup, on leur a dit que c'était possible. Là, on a dessiné 4 concepts pour aboutir au concept du trimaran furtif. Vraiment pour que le bateau ne se voit pas. C'était vraiment le cahier des charges, l'illusion la plus totale. Et après, on a décalé les bras du trimaran vers l'arrière pour que, en fait, à la caméra, on voit pas, on voit le moins possible le bateau. Et ça a vraiment été complexe et c'est la partie la plus innovante du bateau. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant la traversée sur la Seine? Alors, pendant la traversée, il y avait vraiment un mélange de 2 sentiments, à la fois de très, très grande fierté, parce que je pouvais montrer le travail de mon équipe, faire briller la France lors de cette chevauchée, et à la fois de l'anxiété, parce qu'on est quand même vu par quelques personnes. Et il y avait vraiment une peur de ne pas réussir le parcours. Mais ça a été vraiment... j'ai été portée par le public ce jour-là. Et tout le stress est parti au moment de mettre la manette des gaz et de sentir les applaudissements le long de la scène. Oui, c'est une image qui restera dans l'histoire des Jeux Olympiques. À quel point ce cheval a-t-il changé votre vie? Ce qui est intéressant, c'est que pour nous, déjà, je vais pouvoir faire le projet qui me tient à cœur. J'aimerais battre le record de vitesse à la voile absolue. Et du coup, grâce à ce projet, j'ai été mis en lumière et du coup, je peux en parler, faire passer aussi Vous l'aviez message. déjà, ce projet, avant de chevaucher la Seine? Je l'avais déjà.
sauf que c'est un projet assez compliqué et grâce à la chevauchée, le détenteur du record m'a félicité et m'a appelé pour me dire que le bateau était prêt à renaviguer et qui serait là pour m'aider à faire ce record. C'est 121 km/h, hein, je crois, le record, hein, c'est bien ça? 125. C'est votre objectif? C'est mon objectif. Vous dites avoir regretté d'avoir été mise dans la lumière quand vous êtes sortie, hein, quelques jours après la cérémonie d'ouverture des Jeux. Vous êtes sortie de l'anonymat. Est-ce que vous portez toujours en vous ce regret? Alors, il y avait un peu un regret parce que je n'étais pas préparée à sortir de cet anonymat et ça n'a pas été si simple. Surtout après 6 mois de travail acharné et le fait d'avoir caché le projet pendant tout ce temps, c'est un peu compliqué de sortir de cette zone de confort pour moi. Mais depuis, je le prends pour une chance pour pouvoir monter d'autres projets et pour pouvoir faire briller encore la France sur d'autres beaux projets. On parlera de l'actualité sportive en France avec ces JO Alpes 2030 dans un instant. Mais vous justement, est-ce que vous intégrez des considérations écologiques dans la conception de vos projets nautiques, notamment celui du record de vitesse? Déjà, on reprend un bateau qui existait. Donc, au niveau de l'impact, on ne refabrique pas un nouveau bateau. Pour le bateau des Jeux, c'était pas dans le cahier des charges, mais nous, on s'est imposé un bateau électrique. La coque a été fabriquée avec de la fibre qui sort des poubelles d'Airbus, donc des surplus d'Airbus. Et la mousse et des bouteilles recyclées, du PET recyclé. Donc, on a toujours cette partie-là de minimiser notre impact sur nos projets. Quel regard vous portez sur ces JO d'hiver 2030 dans les Alpes? Nous, moi, je suis vraiment très intéressée par le projet parce que on a pu voir lors des Jeux de Paris que la France a réussi à se refédérer, qu'il y a eu de l'enthousiasme. Du coup, je pense qu'on est prêt à refaire des très beaux projets. Et moi, je trouve ça toujours très intéressant que notre pays soit mis en valeur lors de projets sportifs et de refédérer, qui des fois nous manque un petit peu, nous refédérer autour d'un projet. Voilà, on verra avec nos invités aujourd'hui quels sont les défis de ce projet que porte ce nouveau projet des Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes. Merci Morgane Succart, architecte navale, navigatrice, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin dans Parlons-en. L'actualité du jour, c'est donc la présentation du comité d'organisation de ces Jeux 2030 avec l'intronisation d'Edgar Gros-Pierrot à sa tête après des mois d'atermoiements, de désaccords et de rebondissements et 10 jours après le retrait fracassant de Martin Fourcade. Benoît Perrochet, c'est la fin d'un long feuilleton. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à Lyon? Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, après des mois de tergiversation, de tensions en interne, de bisbilles, ce COJO, ce comité d'organisation Alpes 2030 qui va officiellement être lancé aujourd'hui à Lyon avec à sa tête bien une figure qu'on connaît bien en France, Edgar Gros-Pierrot, qui a récupéré ce dossier la semaine dernière. Alors le COJO, c'est quoi? C'est un acronyme déjà dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années avec les Jeux de Paris, comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Edgar Gros-Pierrot qui va endosser en gros le même rôle que Tony Estanguet pendant les 5 prochaines années. Ça va être la figure de ce dossier Alpes 2030. À lui maintenant la charge d'incarner ces Jeux dont on parle encore très peu en France, à lui de fédérer le monde sportif derrière lui, le ministère des Sports, le comité d'organisation, le CNOSF, le comité également paralympique français, avec le monde politique. En France, on aime quand c'est compliqué. Là, il y a 2 régions qui sont concernées, Auvergne, Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles ont toutes les deux leur mot à dire dans le choix des sites, les infrastructures à construire, à développer avec des personnages forts
À leur tête, Laurent Wauquiez et Renaud Muselier, les deux présidents de région. Edgar Gros-Piron qui devra aussi aller chercher, et on le sait, ça c'est extrêmement important, des financements dans une enveloppe publique assez contrainte. Un projet comme celui-ci, il a besoin évidemment d'être porté, d'être défendu sans cesse par des leaders charismatiques. Ça va être son rôle, des leaders légitimes et hermétiques aux pressions politiques et aux pressions aussi financières et économiques. On verra dans un instant plus précisément quel est son profil, justement. Mais Romain Lachance, je me tourne vers vous. Bonjour. Je rappelle que vous avez été directeur de l'engagement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je le répète pour ceux qui nous rejoignent, auteur aussi d'un récit sur les coulisses des JO intitulé sobrement de la France qui râle à la France qui gagne. Voilà, on voit la couverture à l'écran. C'est à retrouver aux éditions Fayard. Quel regard vous portez sur ce feuilleton? Ça commençait à faire un peu mauvaise impression quand même? J'ai l'impression de revivre un peu ce qu'on a vécu nous sur un temps plus court, puisque là ils n'ont plus que 5 ans. Je pense qu'on va repartir évidemment sur cette France qui râle. J'ai l'impression, parce qu'on est un peu conçu comme ça quand même en France. On s'est construit dans la contradiction, sans faire un cours d'histoire, mais entre 1789, la Révolution française, mai 68, etc. Donc on aime bien faire ça. Là, effectivement, il y a un enjeu quand même de timing, parce qu'il n'y a plus que 5 ans. Mais je pense qu'on sera prêt. Et puis, on bénéficie aussi quand même de l'expérience de Paris 2024. Donc, on ne repart pas à zéro. Et aujourd'hui, Edgar Gros-Piron, il va savoir, comme Tony Estanguet l'a fait, endosser ce rôle, je pense. On ne repart pas à zéro, selon vous, alors que le territoire de montagne a vraiment une spécificité propre par rapport au JO 2024. Ce n'est pas du tout comparable. Non, c'est deux événements qui sont complètement différents. Mais je pense que sur les infrastructures, sur le lien avec les partenaires, le lien avec le CIO, là, on ne repart pas du tout à zéro. Donc, on va pouvoir quand même bénéficier de tout ce qu'on a fait nous pendant 9 ans, parce qu'on a travaillé pendant 9 ans sur le dossier de Paris 2024. Et là, effectivement, il y a un temps qui est assez court. Et à mon avis, il va y avoir un sujet quand même très rapidement de construction de cette équipe. Donc Edgar va devoir travailler en équipe, va devoir co-construire, va devoir aussi partager toutes ces informations et d'imaginer un peu ce que nous, on a pu faire sur imaginer le Grand Paris globalement, comment on va imaginer le Grand Alpes 2030, voire 2050. Vous avez été consulté sur ce projet Alpes 2030 ? On passe pas directement. Après, on se connaît plus ou moins tous, mais je pense que on saura. Vous allez travailler dessus ? Pas directement maintenant. Mais il a une petite expérience quand même, Edgar Gros-Piron, parce qu'il avait participé à la candidature d'Annecy en 2018, donc il a des contacts auprès du CEO, et puis j'imagine qu'il a aussi des contacts dans les régions et tout, pour faciliter justement ce projet. Justement, je vous propose de faire un point sur son parcours et son profil avec nos confrères de France 2. Toujours le même sourire, désinvolte, sûr de lui. Aux Jeux Olympiques d'Albertville, il est le visage de la gagne. Médaille d'or en ski de boss. Edgar Gros-Piron sera tout à l'heure confirmé à la tête des JO de 2030. Les Hauts-Savoyards valident. Quelqu'un de plutôt sympa, avec des bonnes valeurs. C'est une grande gueule à l'époque. Il croyait en lui et il a réussi. À l'époque, Edgar rimait avec fêtard. À l'époque, il avait une devise. Ski, sexe and rock'n'roll. Devenu consultant en management, jamais loin de l'olympisme, il porte la flamme l'année dernière. Déjà, il imagine la suite. C'est fantastique de pouvoir capitaliser justement sur cette dynamique qu'a initiée Paris et de pouvoir organiser en 2030 les Jeux d'hiver une nouvelle fois dans les Alpes françaises. Il semble avoir les qualités pour mener ces JO d'hiver. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, donc c'est-à-dire que quand il faut dire les choses, il les dira. Et ça, sur ce genre de rôle, c'est extrêmement important. Edgar Gros-Piron sera nommé tout à l'heure président du comité olympique à moins de 5 ans des Jeux alpins. Romain Lachance, vous le connaissez personnellement, Edgar Gros-Piron. Il dispose donc de la légitimité sportive, on l'a vu. La question, c'est maintenant de savoir, comme le disait Benoît, s'il va parvenir à fédérer. Vous pensez qu'il en est largement capable? Non, mais s'il est là, c'est qu'on pense qu'il va réussir. Évidemment, il y a les deux régions qu'il faut aligner aussi. Donc l'exercice, il n'est pas facile. L'équation à résoudre, elle n'est pas facile. Mais il va falloir qu'il concerte, qu'il consulte. Je pense que toute l'équipe aussi de Paris 2024
2024 est là aussi pour l'aider potentiellement. Tony Estanguet, je pense que ça sera aussi un appui fort. Marie Barsac, qui est la ministre des Sports aujourd'hui, qui était directrice de l'héritage à Paris 2024, va pouvoir aider également. Donc il n'est pas tout seul. Mais c'est pas facile de reprendre la main après le retrait fracassant de Martin Fourcade. Martin avait évidemment... Tout le monde a ça en tête, en fait. Oui, mais bien sûr, c'est normal. Et puis, il y avait d'autres candidats, mais Martin a poussé le plus possible jusque pratiquement au bout. Et je pense qu'il aura, à mon avis, j'espère, un rôle à jouer quand même pour Alpes 2030. On va retrouver Valérie Pommier, présidente de Résilience Montagne. Bonjour Valérie Pommier. Comment vous analysez tous ces retards dans la désignation de ce président des JO 2030 ? Bonjour, merci pour ce plateau, c'est super. J'étais justement à Courchevel hier et moi j'ai vu plutôt des gens inquiets qui sont des acteurs du territoire. Le cafouillage, on l'a vu dans les territoires de montagne. L'enjeu, il est budgétaire, environnemental, social, financier. D'un point de vue impact, on voit qu'aujourd'hui, on a envie de parler de transition et d'adaptation en montagne et que de mettre un focus avec des jeux qui vont vous faire croire qu'il y a de la neige, que tout va bien en montagne. Il va falloir faire voir au monde entier que tout est sous contrôle. On est plutôt très inquiet en territoire de montagne. Et en fait, on s'interroge sur les conditions dans lesquelles les gouvernances des deux régions ont mené le projet et le mènent encore. Alors, on connaît bien Edgar, moi je suis assis, on connaît sa passion. Mais est-ce bien en ligne avec ce qui nous attend en montagne et ce qu'on vit ? C'est le sujet. Martin Fourcade, en s'enlevant de l'organisation, a vraiment a pointé exactement sur ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'être en phase avec notre époque quand on est en montagne ? C'est peut-être pas d'organiser des JO qui confortent un imaginaire de neige alors qu'on n'en a plus. L'incertitude et l'inquiétude, donc, dans les territoires de montagne. Benoît Perrochet, malgré tout, il y a une avancée sur ce dossier aujourd'hui et c'est loin d'avoir été facile d'arriver jusque-là. Mais moi, je voulais juste revenir sur pourquoi aussi Martin Fourcade avait claqué un peu la porte de ce projet-là, Alpes 2030, lassé donc par les tensions en interne. On sait qu'il ne s'entendait pas très bien avec les deux présidents de région. Ils n'étaient pas forcément aussi politiquement compatibles. Lui avait rappelé qu'il ne voulait pas sacrifier ses convictions. On le connaît pour son engagement en faveur de l'environnement. Il plaidait pour des jeux en phase avec leur époque, conscient des enjeux climatiques, écologique et ancré dans la réalité économique du pays. Il entretenait, je vous le disais, des relations très compliquées, notamment avec Renaud Muselier. Renaud Muselier, au moment du départ de Fourcade, sa déclaration, son retrait, c'est un bol d'oxygène. Martin Fourcade est un solitaire et ne peut pas travailler en collectif. Il nous a promenés depuis le départ. Avec Edgar Gros-Piron, Vauquier et Muselier, se trouve un acteur qui est plus compatible avec leurs idées politiques. Il avait d'ailleurs été sur la liste, je crois, de Bernard Accoyer au municipal d'Annecy en 2008. Romain Lachance, on le voit à quel point ils sont d'ores et déjà très politiques, ces JO. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est toujours le cas ? Non, je suis d'accord avec vous, c'est toujours le cas. Nous, en 2017, je crois, à notre conseil d'administration, il y avait 3 candidats à l'élection présidentielle qui siégeaient. Donc, il y avait Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Et pourtant, ils ont réussi à s'entendre sur ce projet. Donc, rappelez-vous juste qu'il y a 6 mois, on organisait les plus grands jeux à Paris en 2024, que la France a réussi à s'unir à un moment donné. Là, on sait que ça n'a pas été toujours facile, notamment entre Anne Hidalgo et la présidente de région, Valérie Pécresse. Et c'est donc le rôle du président du COJO, là en l'occurrence Tony Estanguet pour Paris 2024, eh bien de fédérer tout le monde et de faire aller partir tout le monde dans le même sens. Oui, et en même temps, je vous rejoins sur l'analyse, en même temps, imaginez quand même les Jeux d'hiver de demain. On ne peut plus, à mon avis, organiser les Jeux d'hiver comme on les organisait avant. Parce que, un mois d'enneigement en moins dans les Alpes, je crois. Donc il faut imaginer d'autres choses, d'autres moyens de transport aussi. Ne pas construire ce qu'on appelle les éléphants blancs, mais ça, je pense qu'ils l'ont bien en tête. Privilégier les équipements temporaires. C'est des grands stades qu'on va construire pour un besoin spécifique des Jeux Olympiques. Et puis, après, qui va être un peu abandonné. Donc ça, on a tous compris que c'était fini. On ne l'a pas fait, évidemment, pour Paris 2024 parce qu'on a privilégié les infrastructures temporaires et c'est ce qui va se passer aussi ici. Mais il faut rester très vigilant. On a besoin aussi de voix un peu contradictoires, je pense. Donc la France qui râle, il faut qu'elle soit aussi constructive. Donc on a besoin de tout ça aujourd'hui. C'est la bonne phase pour le faire.
Valérie Pommier, vous partagez cette vision plutôt optimiste de ces Jeux d'hiver? Est-ce qu'on peut s'en sortir malgré tout? On aimerait bien, en montagne, on voit la catastrophe. La France, en montagne, elle ne râle pas, elle argumente. Le seul souci qu'il y a eu, c'est qu'on n'a pas eu un débat démocratique. Il y a eu quelques sondages et quelques débats organisés en territoire de montagne. À chaque fois, c'est un non, mais énorme qui l'emporte. Si on laisse la parole aux habitants qui ne râlent pas, mais qui vivent dans les territoires, ils sont plutôt très inquiets. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc, peut-être, quoique je ne vois pas dans 10 ans ce que le tremplin de saut à Courchevel pourra faire sans neige. La piste de bobsleigh, on a compris le bazar que ça peut être. On n'aura pas la neige. Donc, il va falloir fabriquer cette neige. La matière première n'existe plus. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, je vous mets à défi de regarder les webcams de tous les sites olympiques. Il n'y aura pas de neige. Alors, on ne sait pas. La réalité, c'est qu'on ne sait pas, que c'est impossible de prévoir s'il y aura de la neige ou pas. Alors, on ne va pas confondre météo et climat, mais la réalité climatique aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas vers des temps où on aura plus de neige. Malheureusement, c'est triste. Oui, un mois d'enneigement perdu ces 50 dernières années, c'est ce que les Alpes ont perdu. Ça, on le sait effectivement de manière formelle. Et puis, si on doit parler des vrais enjeux, c'est effectivement la mobilité. On sait qu'aujourd'hui, la mobilité compte pour plus de 50% dans les émissions en montagne. Les villages supports de stations sont les endroits les plus loin en temps et en kilomètres pour les premiers ravitaillements, pour les atteindre, pour les secours. D'ici à 5 ans, on n'aura pas de moyens décarbonés de rejoindre les villages de montagne. C'est faux. On n'aura pas d'alternative propre au transport aérien d'ici à 2030. On n'aura pas de train construit en haut des montagnes. Les ascenseurs valléens, ils vont construire probablement des grosses remontées qui rejoignent les vallées aux montagnes. Elles ne seront pas reliées au rail, donc on ne décarbone en rien. Ça, c'est le premier facteur émetteur. On ne va pas pouvoir le travailler en 5 ans. C'est faux de l'affirmer. Les passoires thermiques, on est des vieux parcs de logements. 75% des 3 millions de lits touristiques sont des passoires thermiques. C'est le deuxième facteur émetteur. On ne va pas pouvoir rénover non plus en 5 ans ces passoires thermiques, surtout qu'on va construire du neuf qu'il va falloir vendre à tout prix. Donc les deux facteurs émetteurs ne seront pas travaillés ou à la marge. Ce qu'on doit travailler aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appelle cette adaptation aujourd'hui, de continuer à promouvoir une activité loisir, parce qu'aujourd'hui c'est un loisir plus qu'un sport, le ski, en faisant croire que tout est sous contrôle. C'est vraiment intéressant parce que pour moi, c'est un mensonge d'État organisé. Il y a bien que le BTP qui s'en sortira, et tant mieux pour eux. À la limite, si c'est le BTP qui fait tourner le pays, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, dans les territoires de montagne, quand on voit la débâcle? Il y a une semaine, les routes d'accès aux stations étaient coupées parce que la seule route d'accès à Aigueblanche était coupée par un énorme rocher. Les gens en montagne sont inquiets. On devrait aujourd'hui sécuriser ce qu'on a d'existant sans investir ou dépenser dans le modèle. Effectivement, ces questions-là des transports entre les sites, elles vont devoir être tranchées par le COJO. Alors, il y a eu cette étape qui a été franchie aujourd'hui. Il reste maintenant à prendre le dossier en main avec énormément de questions, une montagne de questions, pourrait-on dire, Romain Lachance, comme par exemple le sort de Val d'Isère, qui n'a pas été tranché. On ne sait toujours pas si elle fera partie ou non du projet. Non, c'est ce qu'on appelle le concept des opérations, donc où on va être situé en fait chaque épreuve. Donc Val d'Isère a quand même organisé une Coupe du Monde, a rempli à peu près le cahier des charges ou complètement même le cahier des charges. Donc je pense que ça fera partie des sujets d'Edgar Gros-Piron quand il va arriver pour réfléchir si Val d'Isère doit ou pas être sur ce concept des opérations. Mais juste pour reprendre ce qui a été dit avant. Moi, je suis en phase avec tout ça. Je pense que on va continuer à skier encore quelques années, j'espère. Donc, on a une belle opportunité pour moi aujourd'hui, si on prend le sujet dans l'autre sens, de se dire comment on va imaginer quelque part la montagne de demain. Et les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est souvent un accélérateur d'eux.
Donc parfois, ils peuvent être un accélérateur de la transition. Oui, ils peuvent être un accélérateur de la transition. Maintenant, ce qui est pointé, 5 ans, c'est la question. Ce qui est pointé du doigt là, c'est le timing, exactement. Et là, voilà, je suis assez en phase avec tout ce qui a été dit. Donc, il va falloir être assez courageux, maintenir le cap et quelque part ne pas lâcher cette ambition et de partager aussi avec les territoires qui connaissent par cœur. Nous, à Paris 2024, on avait créé un label qui s'appelait Terre de Jeux 2024 pour partager justement cette aventure des Jeux avec des populations. Je pense que ça peut être une idée qui peut être aussi reprise pour Alpes 2030 et comment on passe quelque part de Alpes 2030 à France 2030 pour partager aussi avec l'ensemble des collectivités. Ça, c'est évidemment le rêve sur le papier. Pour l'instant, il y a peu d'informations, voire pas du tout, qui circulent sur le sujet. Il a réussi à construire autour de ce projet-là aussi, de Alpes 2030. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est au tout début. Tu vois, il le dit, Edgar Gros-Piron, on n'a que 5 ans, on aurait besoin de 7 ans au final pour préparer au mieux ces Jeux. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans l'opinion publique, ces Jeux d'hiver, alors les Jeux d'hiver, ça n'a pas la portée médiatique, évidemment, dans l'opinion par rapport aux Jeux d'été, mais c'est vrai qu'il va falloir construire aussi ce récit-là et puis s'emparer de toutes ces questions, effectivement, d'environnement, faire de ces Jeux, eh bien oui, la montagne de demain, imaginer la montagne de demain, désenclaver aussi ces régions-là. Mais il n'y a aucun projet, aucun document officiel qui n'a fuité sur le sujet. Comment on explique ce flou, Romain Lachance? C'est normal, c'est habituel, vous qui en avez l'expérience? Oui, parce qu'on est au tout début. Il faut... 5 ans avant, c'est normal qu'il n'y ait pas de projet qui soit proposé 5 ans avant, là, ça commence à être un peu serré, mais je pense que tout le monde l'a en tête. Encore une fois, je pense qu'on va bénéficier aussi de l'expérience des Jeux de Paris 2024. Aujourd'hui, il y a des associations aussi locales, on le voit là, qui sont à l'appui, donc qui vont un peu challenger, et ce qui est normal. Il y a aussi, je regardais hier sur les réseaux, Mountain Changemakers, c'est un autre collectif aussi qui veut profiter des Jeux pour imaginer la montagne de demain. Donc, le timing est serré, mais il va falloir accélérer. Et je pense qu'aujourd'hui, Edgar a tout le potentiel pour. Valérie Pommier, vous vouliez réagir? Oui, Mountain Changemaker, c'est pas un acteur du changement, c'est un média qui communique pour des JO, pour la Compagnie des Alpes, c'est bien. Mais c'est bien aujourd'hui qu'on pose tous ces sujets et qu'on profite des JO 2030 finalement, parce qu'on va les avoir, qu'on pose tous les sujets. Ce qui est juste incroyable, c'est que le constat sur l'économie de la montagne et la dérive climatique en montagne, il est posé depuis bien longtemps. Cour des comptes 2008, Cour des comptes 2011 et la dernière rapport Cour des comptes 2024 disent bien que finalement l'état des montagnes sont dans un état pitoyable et qu'on doit se décorréler. On doit aujourd'hui se décorréler de l'image ski, neige et tourisme d'hiver pour tenter de ne plus dépendre de cette économie qui, qu'on soit d'accord ou pas, elle va s'arrêter, ça va s'arrêter. Et c'est ça qui fait peur en montagne, c'est qu'on nous conforte dans un modèle et ça va s'arrêter. Alors quand on a des Jeux Olympiques, la Clusaz-Grand-Bornand à 900 mètres d'altitude, on a vu les désastres des Camons de la fabrication de la neige. Le territoire, après, moi, de comparer, ce qui me gêne, c'est de comparer le Paris 2024 aux Alpes 2030. Paris 2024, on est dans un univers citadin où tout est là, où c'est magnifique, on a les monuments, etc. Là, on parle d'un territoire de Nice à quasiment au Léman. On a 600 kilomètres d'infrastructures, de villages qui sont perdus en montagne. Donc, il faut aujourd'hui travailler les accès plutôt pour que les habitants vivent à l'année plutôt que sur une opération de 15 jours. C'est ça qui est très perturbant dans ce projet 2030. On ne peut pas aujourd'hui dire que Paris 2024 était un exploit et que 2030 le sera. Malgré tout, Paris 2024 a été un accélérateur de la transition. Par exemple, je pense à la dépollution de la Seine, qui est désormais baignable. Ça, c'est un acquis, par exemple, de Paris 2024. Et c'est dans ce sens-là, peut-être, qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait pour 2030. Espérons, je ne vois pas comment on peut capter moins d'eau pour fabriquer de la neige alors qu'il faudra plus en fabriquer. Je ne vois pas comment on peut travailler la décarbonation qui est le sujet en montagne parce qu'on a 5 ans et qu'on a plus de 10 ans aujourd'hui pour construire un train et on n'aura même pas les matières. C'est fou, en fait. C'est fou parce que on va nous coller l'image en montagne qu'on dépend du ski et que... Est-ce qu'on a besoin d'un catalyseur aujourd'hui qui parle encore d'attractivité ski, alors que le sujet en montagne, c'est plutôt un sujet d'habitabilité? Les gens s'inquiètent juste de comment on va vivre demain en montagne, parce que dans tout un tas d'endroits, il n'y aura plus cette neige.
Est-ce que Romain Lachance, Paris, les Alpes 2030 pourront participer de ce projet d'habilité dont parle Valérie Pommier en montagne, pourra s'inscrire dans un projet de territoire plus long? On sait que la part de l'héritage laissé par les Jeux est extrêmement importante dans l'histoire de l'olympisme. Non, mais il va falloir être très vigilant. Moi, je pense qu'il faut effectivement imaginer encore une fois la montagne de demain. Il ne faut pas tout focaliser non plus sur le ski. Il y a beaucoup d'autres disciplines qu'il va falloir mettre en avant. Il va falloir être aussi assez créatif. Moi, quand je parlais des similitudes avec Paris 2024 et l'expérience que nous, on pourrait apporter, c'est surtout aussi sur la méthode. La méthode, encore une fois, c'est deux sujets qui sont différents, vous avez raison, mais la méthode peut être similaire, donc de co-construire, de partager la vision, d'écouter les gens. Déjà, cette première phase-là, d'écouter les collectivités, je pense qu'il va falloir qu'elle soit faite. Si elle a commencé, et il va falloir qu'elle s'accélère certainement. Et puis après, ce qui a bien fonctionné aussi en termes d'ingrédients, ce que Tony Estanguet a su pousser, c'est d'être un peu audacieux, d'être un peu ambitieux. On a réduit, nous, l'empreinte carbone par 2 à Paris 2024. Oui, ce ne sont pas les mêmes sujets. N'empêche, on a réussi à redéfinir un peu le concept des opérations donc on a imaginé d'autres choses aussi. Grâce à des infrastructures éphémères, par exemple. Par exemple. Et puis d'autres sujets, mais par exemple. Et puis, encore une fois, d'être assez ambitieux, de maintenir le cap, parce qu'il y a des pressions politiques qui vont avoir aussi lieu forcément, donc il va falloir qu'Edgar arrive à maintenir le cap, et encore une fois, partager ça avec les collectivités, avec les Français, que ça va intéresser. Mais le temps presse. Mais le temps presse. Pour se réinventer, c'est encore possible? Benoît Perrochet, quel regard... Il y a beaucoup de défis, en tout cas, Nina, auxquels il va falloir répondre, et le COJO va devoir s'en emparer immédiatement. Le temps presse, c'est vraiment une course contre la montre maintenant jusqu'à la cérémonie d'ouverture 2030. D'ailleurs, le lieu de la cérémonie... Voilà, on ne connaît toujours pas. On ne connaît pas le lieu de la cérémonie. C'est vrai que c'est des endroits importants. 5 ans auparavant. Ça, j'ai pas envie de dire que c'est des détails, mais c'est ce qui attire. C'est révélateur malgré tout d'une fragilité. Moi, je pense pas du tout. Non, je pense pas. Je pense que on le connaîtra quand ils auront décidé de statuer. Mais bon, parce qu'il y a 1 milliard de téléspectateurs qui regardent la cérémonie d'ouverture, donc forcément, ça attire un petit peu. Mais je pense pour Paris 2024, 5 ans auparavant, on avait déjà tous ces détails sur les. On savait que c'était forcément à Paris. On avait l'ambition de l'organiser sur la Seine. On a maintenu le cap malgré toutes les pressions. Et oui, ça on le savait. Là, il y a la question des transports qui va devoir être tranchée. C'est vrai que là, il y a 4 grandes zones qui se dégagent aujourd'hui, et donc il va falloir les relier entre elles. Ça permettra aussi, ce sera aussi sans doute un héritage ensuite pour les régions. Cette carte des sites, je vous le disais, qui n'est pas encore totalement validée, avec notamment donc en suspens l'intégration ou pas du projet Val d'Isère, la création de cet ascenseur valléen qui permettrait d'accéder à la station de Courchevel pour fluidifier la circulation. Mais ça permettrait donc sans doute de fluidifier cette circulation, mais c'est un projet qui coûte très cher, et ça, dans la vallée, on n'est pas forcément pour. C'est ce que je pouvais lire. La question du ou des villages olympiques, on parle d'un village olympique dans le site historique du fort des Têtes à Briançon. C'est un fort Vauban classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est donc protégé. La faisabilité, elle n'est pas encore totalement validée par l'architecte des monuments historiques, et ça pourrait intervenir seulement en 2029. Le lieu de la cérémonie d'ouverture, je vous le disais, a priori, seule la patinoire de Nice, elle devrait être construite spécialement pour ces Jeux Olympiques. Le reste, ce sont des infrastructures soit existantes, soit éphémères. Valérie Pommier, Benoît Perrochet parlait donc de la question des transports à l'instant, qui suppose aussi forcément de construire des parkings, donc notamment sur cet axe entre la commune de Beauzelle et la station de Courchevel en Savoie, qui n'est pas desservie. En plus donc de la création d'un village olympique, tout cela, ça ne s'inscrit pas, selon vous, dans un projet de territoire pour la montagne? Non, d'ailleurs, j'étais hier à Courchevel avec pour ces sujets justement, cet ascenseur valléen qui ne décarbonera en rien la mobilité, puisqu'elle n'est pas reliée au rail. La gare d'arrivée, de départ, ne sera pas reliée au rail. On va peut-être avoir quelques personnes qui monteront dans un site d'arrivée qui est au milieu de nulle part. Je vous conseille de regarder le tracé de cet ascenseur valléen. Ça pose énormément de questions. Alors, autour d'un ascenseur valléen, comment est-ce qu'on rentabilise un ascenseur valléen? Il faut vendre du forfait, et comme sur une autoroute, que du monde passe et paye sur le truc. Donc, en fait, on va construire des logements en bas, au milieu et en haut probablement, ou de l'activité en haut pour déplacer les gens. À Beauzelle,
ça pose question. Ce que disent les gens, c'est plutôt une occasion aujourd'hui d'étendre le domaine skiable de Courchevel vers Beauzelle. Il y a des promoteurs aujourd'hui qui commencent à dire on vendra Beauzelle comme Courchevel. Il y a des intérêts immobiliers qui sont flagrants, c'est toujours le cas pour ce genre de projet. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est que finalement, personne n'a été mis autour des tables pour monter ce projet. Personne, les habitants se sentent les oubliés de ce projet olympique. Et puis quand on parle des Alpes 2030, moi je rappelle toujours que l'année prochaine à Cortina, on a déjà les Jeux olympiques des Alpes 2030. Les infrastructures à Cortina 2026 seront toutes neuves, il n'y a pas besoin de rénover. Alors là, pour le coup, on aurait vraiment zéro éléphant blanc, parce que si on parle d'un point de vue macro, les Alpes sont les Alpes. Entre l'Italie, les sites olympiques d'Italie et de France, il n'y a pas beaucoup de kilomètres vus du Japon ou des États-Unis. Bon, je ne comprends pas qu'on ne le fasse pas. Concernant la patinoire de Nice, il y a une patinoire à Pralognan qui existe et qui est en déficit aujourd'hui. Et la patinoire existe, il n'y a pas besoin d'en construire une dans la plaine du Var, mais il semblerait que le pôle glace doit être à Nice pour des raisons probablement politiques. C'est ça qui interroge en fait. On voit la difficulté des organisateurs des JO de Cortina Milan d'être à jour, d'être vraiment dans le calendrier. Tout sera neuf à Cortina, hein. Tout sera neuf. Il n'y a pas besoin d'avoir des JO à 300 km de là, 4 ans après, qui, on le sait, sont problématiques socialement, sociétalement, environnementalement et puis budgétairement. On le voit aujourd'hui. D'avoir signé la garantie d'État, le premier acte politique de Barnier quand il est arrivé, de M. Barnier, il signe la garantie d'État, c'est son premier acte. Première personne non politique qui le félicite, c'est Jean-Claude Killy. Alors, on a construit, ce truc-là de dire que c'est un récit qui va marcher, mais en montagne, je peux vous assurer que c'est un récit qui ne fonctionne pas. On est plutôt inquiet de se dire comment est-ce qu'on va se décorréler du ski d'un point de vue image, alors qu'on nous force à nous corréler à l'image du ski pour 2030. Romain, la chance, comment préserver la flamme des Jeux de Paris qui avaient rassemblé de manière extraordinaire dans ce contexte? On a l'impression qu'elle s'éteint là. Je ne sais pas si elle s'éteint. Effectivement, c'est deux sujets différents. Pour moi, la co-construction, encore une fois, hein, elle est primordiale dans ce qu'on entend là pour écouter la population locale, les collectivités, le mouvement sportif aussi, les politiques hein, qui viennent financer toute une partie. Donc, elle va se rallumer au bon moment, mais il y a toute une phase, et c'est ce que j'écris dans le livre, hein, il y a toute une phase où effectivement le projet va être très challengé. Et c'est parce qu'il va être très challengé qu'il va être fort à la fin. Sinon, si c'est trop facile, ça marchera peut-être moins bien. Donc, moi, je suis totalement en phase avec tout ce qui a été dit là. Et encore une fois, il y a une course contre la montre et je suis sûr qu'Edgar va réussir. Mais réussir l'héritage des Jeux de Paris 2024, ça passe aussi par là, par la réussite des Jeux 2030. Ouais, tout à fait. Et donc l'adaptation aux contraintes du monde d'aujourd'hui. Et l'adaptation, et encore une fois, je pense que plus ils seront forts sur Alpes 2030 dès maintenant et évidemment pendant les Jeux, mais plus ils auront imaginé en fait l'héritage de ces Jeux, à quoi vont servir ces Jeux de Alpes 2030 en gros. La réponse, c'est un petit peu ça. Enfin, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut imaginer la montagne de demain, les Jeux de la montagne, et moins les Jeux d'hiver. Des Jeux d'hiver sans hiver, c'est ça le problème. Sans hiver, il y aura toujours des saisons. Des Jeux d'hiver écologiques plutôt. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas une contradiction dans les termes? Je pense que c'est ça, la vraie vision et la réponse qu'on doit tous apporter, à mon avis, c'est celle-ci, et c'est là où l'héritage sera encore plus fort. Valérie Pommier, certains acteurs taxent ces jeux, justement, je cite, d'anachroniques, donc ce que vous expliquiez à l'heure où les territoires de montagne ont des défis majeurs à relever face au réchauffement climatique. Il y a aussi la dénonciation de l'ambition de ces jeux, on en a parlé, qui cherchent encore à faire rêver autour des sports d'hiver et donc à faire perdurer ce modèle touristique et économique qui n'est plus du tout tenable aujourd'hui. C'est ce que vous dites. Non. En fait, c'est pas moi qui le dis. Hein. Les constats sont posés depuis très longtemps. Et il suffit de lire ce rapport de la Cour des comptes 2024. Hein. On n'est plus du tout en ligne avec justement cette montagne de demain. Aujourd'hui, on doit raisonner d'un point de vue bassin de vie de montagne. On a 50% des forêts qui sont malades, on a des sources d'eau qui se tarissent, l'eau des montagnes, l'eau des sources et des torrents
c'est notre eau potable, c'est nos réserves d'eau à tous, en fait. La montagne, les Alpes sont le réservoir d'eau douce de l'Europe. Est-ce qu'on choisit d'utiliser cette eau pour fabriquer de la neige alors que moins de 10% des Français de ski, ou moins 10% des Français skient, où on se dit, on hiérarchise les usages de l'eau, on s'occupe de cette forêt qui est complètement malade, on a une biodiversité qui est en train de s'éteindre, et on connaît aujourd'hui tous ces constats. Moi, je les répète là, mais moins bien que d'autres. Les constats sont posés. La Cour des comptes n'est pas un organisme dogmatique comme certains lobbies du ski ont voulu faire voir. C'est une Cour des comptes qui pose des constats de l'argent public. On a vu les dérives. Aujourd'hui, il y a pas mal de stations qui se font épingler parce que pour fabriquer cette neige, ils sont obligés de se mettre en infraction jusqu'à faire mettre à sec un torrent. Quand un torrent, des sources sont mises à sec en montagne, c'est toute la vie faunistique et floristique qui est morte. Mais durablement, pour le coup, là, le mot durable, on peut l'employer. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces constats? Les constats sont posés. Et c'est comme si, chaque fois qu'un constat est posé, on se dit « oui, mais c'est la dernière fois ». J'étais en conférence avec le conseiller de Renaud Muselier à Aix-en-Provence concernant les Jeux Olympiques. Il annonce un moment, mais si ça doit être les derniers Jeux d'hiver, autant que ce soit en France. Et ça, c'est un projet d'avenir, du coup. C'est ça qui m'intéresse. Valérie Pommier, vous pensez qu'il faut purement et simplement renoncer à ces jeux pour vous? En fait, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu un vrai projet démocratique. Des jeux d'hiver tels qu'on les existe aujourd'hui, si on devait faire des jeux écologiques, comme vous disiez tout à l'heure, ce ne serait pas des jeux d'hiver tels qu'on les connaît. Parce qu'on dit l'impact carbone, c'est les visiteurs, c'est la mobilité, etc. On n'aura jamais d'alternative propre au transport aérien tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais alors, choisissons un pays. Cortina, c'est un projet d'Alpes 2030. Pourquoi est-ce que 4 ans après, 5 ans après, il faut absolument des jeux en France? La revue Nature a aujourd'hui publié suffisamment d'articles scientifiques qui expliquent les sujets d'enneigement. Il n'y a que Sapporo, d'ici à 2100, qui serait finalement assez enneigé pour skier. On ne peut pas travailler les vrais sujets qui réduirait le moindre impact. Et c'est ça qui m'interroge. Oui, ok, on peut travailler la montagne de demain. Mountain Wilderness travaille la montagne de demain depuis des années. Sauf qu'on a ces focus économie ski et qu'on le sait, il n'y a rien ne remplacera l'économie du ski. Rien. On peut mettre tous les VTT qu'on veut, tous les promeneurs qu'on veut en montagne. Rien ne remplacera l'économie du ski. Donc on remet un petit focus là qui fera travailler à nouveau cette économie-là. Mais pour quel résultat? On est dans un marché hyper mûr. Pour remplir aujourd'hui les stations, on est obligé d'aller chercher une clientèle, mais qui vient de très loin. Au mois de janvier, les Brésiliens, tant mieux s'ils viennent. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui la montagne de demain. Est-ce qu'on doit continuer à se dire qu'on doit chercher cette clientèle ultra carbonée pour remplir les stations et finalement qu'on perd encore cette clientèle de proximité? Moi, je dis travaillons la montagne. Observons la montagne, venons en montagne, arrêtons de communiquer ski dès le mois d'octobre. Moi, je suis une ancienne monitrice, je ne dis pas arrêtons de skier, mais en fait, il faut changer les récits sur la neige, sur le ski et sur le tourisme d'hiver. La montagne est formidable, c'est un lieu de ressourcement incroyable. Pourquoi focaliser encore sur cette activité, mais qu'on le veuille ou pas, qui va s'arrêter? Il y a quelques stations qui subsisteront où on pourra fabriquer de la neige, Val d'Isère, Val Thorens et toutes ces stations très hautes. Mais pourquoi on le fait en fait? Benoît Perrochet. Non, je pense qu'il faut prendre en compte absolument ce qui a été dit ce matin, qu'effectivement, il faut tenir compte des changements climatiques et participer justement, grâce à ce type d'événement, à mettre en lumière aussi la montagne de demain. Essayer de désenclaver ou en tout cas d'attirer l'intérêt sur ces questions-là du public. C'est vrai que la montagne va changer, ces régions-là économiquement vont sans doute souffrir, vont devoir imaginer d'autres sources de revenus pour ces populations-là. C'est peut-être l'occasion, je ne sais pas, on le verra, c'est maintenant dans 5 ans, et dans 5 ans, on ne sait pas effectivement si les Alpes n'auront pas encore perdu encore plus
de période d'enneigement. Mais en tout cas, oui, imaginer la montagne de demain et tenir compte évidemment de ces enjeux climatiques. L'un des grands dangers, moi je trouve, qui attend Edgar Gros-Piron, c'est l'étendue de ces sites olympiques. C'est vrai que c'est une zone qui est extrêmement vaste, plus de 600 km, des régions qui vont essayer, évidemment, avec des présidents de région comme Laurent Wauquiez, comme Renaud Muselier, vous pouvez imaginer, qui vont tout faire pour attirer la lumière sur leur région. Et ça, c'est l'un des défis qui attend évidemment Edgar Gros-Piron autour de cette candidature. L'annonce de Géo durable, c'est une promesse qu'on entend depuis 30 ans. Donc Martin Fourcade est monté au créneau. Marie Dorin, également championne olympique de biathlon, elle dit « Je suis triste de le dire, mais les Jeux d'hiver sont de plus en plus déconnectés des milieux naturels, des spécificités même de la montagne. » Ce sont ces mots. Romain Lachance, ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'un autre imaginaire est possible? Faites-nous rêver pour terminer cette émission. Non, mais je pense que on peut le prendre de deux manières, effectivement. On peut se dire, il faut absolument pas qu'on le fasse parce que ça va apporter encore plus de tourisme, etc., de touristes, et on n'est pas prêt pour. Et on peut se dire que c'est l'occasion, vous l'avez dit, d'imaginer cette transformation. Et je pense qu'il faut prendre les Jeux. Ils vont avoir lieu, ces Jeux, et on skiera encore dans une trentaine d'années. Mais voilà, comment on peut justement assurer cette transition-là pour Paris 2024 ? C'est pas les mêmes sujets, on est d'accord. Mais quand même, on nous avait prédit le pire. On avait expliqué 7 ans avant que ça allait être les premiers Jeux où on allait diviser l'empreinte carbone par 2, qui allait être bénéficiaire. On a rendu une copie avec 28 millions d'euros de bénéfices. Traditionnellement, les Jeux d'hiver sont plus déficitaires malgré tout. Et les Jeux d'été étaient toujours déficitaires. On a expliqué qu'on avait un autre concept des opérations pendant 7 ans. On a eu du mal à nous croire et à la fin, le scénario s'est bien passé. Je ne dis pas que tout va bien se passer là, il faut rester très vigilant, mais je pense que la France, encore une fois, sait râler, mais elle sait aussi s'unir et être intelligente quand on en a besoin. C'est ce que vous expliquez dans votre livre, Romain Lachance, de la France qui râle à la France qui gagne, aux éditions Fayard. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Benoît Perrochet et Valérie Pommier, présidente de Résilience Montagne. C'est la fin de notre discussion. Merci infiniment pour votre attention. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau journal. Restez avec nous.